Yo les trashers, on aime tous les films de Pixar, Toy Story, Nemo, Ratatouille, Cars, là-haut, que de beaux films. Mais si je vous disais qu'une énorme théorie qui va tout changer faisait beaucoup parler d'elle à travers le web, et si tous les films Pixar se passaient dans un seul et même univers? Si vous trouvez ça tiré par les cheveux, sachez que les officiels laissent de nombreux indices et que certaines de nos preuves vont vous impressionner. Mais pour l'heure, laissez-moi vous présenter l'histoire complète du monde de Pixar. La décadence des dinosaures. Tout commence il y a 65 millions d'années, la Terre n'a pas été frappée par un astéroïde et les dinosaures ne sont donc pas éteints. L'intro du film, Le Voyage d'Arlo, nous montre clairement une Terre comme la nôtre, avec des bêtes qui suivent leur instinct primitif. Les théories sur l'extinction des dinosaures placent cet événement bien avant l'arrivée des mammifères comme les hommes par exemple. Pixar a pris ce concept et l'a poussé jusqu'au bout. Les dinosaures ne se sont pas éteints et des millions d'années sont passées. Les dinosaures sont toujours l'espèce dominante sur Terre et sont également la plus intelligente. Malheureusement, la nourriture se fait de plus en plus rare et petit à petit, la population de dinosaures se reclue dans une zone située en Amérique du Sud qui s'appellera plus tard les chutes paradisiaques ou monde perdu. L'âge sombre. Au XIVe et XVe siècle, avec Rebelle, Merinda découvre la magie des feux follets. Cette magie a la capacité de faire des choses que la science humaine ne peut pas faire et change sa mère en ours. La magie est également capable d'animer des objets comme des balais ou autres outils pour les faire agir comme des êtres humains. Et elle est également utilisée par une sorcière qui peut disparaître mystérieusement via des portes en bois. Gardez bien en tête le visuel de sa cabane, des choses pourraient vous revenir au fur et à mesure de la vidéo. Avec le temps, les hommes explorent de plus en plus, jusqu'à ce qu'un homme, Charles Muntz, découvre en Amérique du Sud une zone remplie de créatures et de plantes inconnues de la science de l'époque. Il fait alors la découverte d'un œuf qui va changer le monde, c'est l'œuf de Kevin, l'oiseau géant dans Lao. Il a la particularité de prolonger l'espérance de vie des gens qui sont proches de lui, ce qui explique pourquoi par exemple Muntz est plus énergique que Carl alors qu'il est plus âgé que ce dernier. Cette magie est en quelque sorte mélangée au monde et la date de la découverte de l'œuf correspond à l'apparition des premiers super-héros dans les Indestructibles, qui se situent environ dans les années 1930. Le monde est alors protégé par les super-héros pendant une vingtaine d'années, mais un événement va tout bousculer. Buddy, ou Syndrome, furieux de s'être fait rejeter par Monsieur Indestructible, a mis tout son génie à l'œuvre pour créer une intelligence artificielle et développer l'énergie du point zéro, qui d'ailleurs est une énergie que l'on retrouve dans notre physique quantique à nous. Petit à petit, les robots avec l'intelligence artificielle exterminent tous les super-héros, leur seule véritable menace, laissant les humains normaux vivre leur vie avec des jouets exposés à l'énergie du point zéro, une énergie qui voyage par ondes et qui a des propriétés plutôt mystérieuses. Ces jouets développent petit à petit une conscience et découvrent que pour rester en vie et avoir de l'énergie, le bonheur des humains est primordial, ce qui explique pourquoi dans Toy Story, aucun jouet ne souhaite se faire abandonner. Ils ne veulent tout simplement pas tomber à court d'énergie et se mettent à questionner leur existence, le but de leur vie. Les jouets abandonnés en veulent aux humains et ne sont pas les seuls dans ce cas, il y a également le cas des animaux dans l'univers Pixar. L'ère moderne. Dans le monde de Nemo, on découvre des poissons dotés d'intelligence avec une société relativement avancée, ils ont des écoles. Les humains, toujours en quête de changement et de progrès techniques, polluent toujours plus leur environnement et se mettent même à expérimenter sur les animaux qui les entourent. C'est ce qui s'est passé avec Dory et qui explique pourquoi elle a si souvent des pertes de mémoire. Il y a des signes de rébellion et de crainte qui apparaissent alors chez les animaux. En parallèle, tous ces facteurs externes ont également transformé les bêtes, qui deviennent de plus en plus curieuses et agissent de plus en plus comme des êtres humains. C'est ce que nous voyons dans Ratatouille. Rémi, le rat, est un amoureux de la cuisine humaine. Il est toujours en quête de saveur et arrive même à sympathiser avec Linguini, un marmiton de type plutôt nul, mais assez sympathique. Le truc, c'est que Rémi est un rat et que Linguini est un humain. Sa famille le voit d'un très mauvais œil, puisque les humains et les animaux sont en très mauvais termes. Les humains les trouvent assez dégoûtants et les animaux les haïssent et les craignent. 3 ans plus tard, les jouets ont parcouru pas mal de chemin avec les humains. Dans Toy Story 3, on voit que les jouets sont harcelés physiquement et émotionnellement par les humains. On en arrive même à voir des partis radicaux détestant les humains se former, comme le groupe de Lotso, l'ours rose. Ce groupe est alors créé pour prendre soin des jouets qui se sont fait rejeter par leurs propriétaires humains. Il s'agit là d'un des prémices de la séparation objet-machine et humain. Nous pouvons d'ailleurs voir
Kelly et Carl de là-haut ont envoyé une lettre à Andy pour qu'il se sépare très probablement de ses jouets et objets intelligence. Carl est cependant obligé d'abandonner son terrain à une compagnie influente puisque ces derniers doivent agrandir la ville. Et c'est cette même compagnie qui plus tard détruira l'humanité comme nous le verrons par la suite. Carl découvre pendant son périple que les animaux peuvent parler et réfléchir, et que ces derniers sont relativement aigris, en colère contre les êtres humains. L'antagoniste de ce film aura d'ailleurs entraîné une armée de chiens. Et il s'agira là du dernier film où les êtres humains joueront une place importante, puisque quelques années plus tard, une révolte animale prit place et devinez qui a gagné entre les humains et les animaux. La révolte des machines. Quand les animaux se sont révoltés contre les hommes pour arrêter la pollution, les machines sont intervenues pour sauver l'humanité, les aidant à remporter la guerre. Cependant, puisque les machines ont aidé les hommes à gagner contre la nature, la Terre était dans un sale état. Dans les années 2100, les machines et BNL, la société qui avait délogé Carl dans là-haut, décident alors d'envoyer le reste de l'humanité dans l'espace à bord d'un vaisseau appelé Axiom. Toutes les autres machines sont restées sur Terre pour s'en occuper. Mais comment pouvons-nous savoir alors si la technologie est suffisamment avancée que les machines ne seraient pas allées conquérir d'autres planètes par exemple? Dans Cars 2, les voitures vont en Europe, au Japon, ce qui montre qu'il s'agit là de la même planète que dans tous les autres films Pixar, mais il n'y a pas un seul humain de visible. Le monde est à ce moment en pleine crise, il n'y a plus d'essence, source d'énergie principale des machines. Et sans énergie, c'est la fin. Toutes les actions durant cette période par les machines ne font alors qu'aggraver la situation sur Terre qui devient impropre à une quelconque vie organique. La Terre devient inhabitable pendant des centaines d'années à cause des agissements de BNL. La corporation a pris le contrôle du monde à partir des années 1950 et Wall-E est la seule machine restante sur Terre. Il n'y a plus de ressources pour faire fonctionner quoi que ce soit d'autre et comme on peut le voir, Wall-E fonctionne à l'énergie solaire et n'a donc pas vraiment ce problème. Il a survécu parce qu'il était fasciné par la culture humaine et parce qu'il est devenu ami avec un cafard, ce qui l'a aidé à maintenir sa personnalité en plus de son objectif de nettoyer la planète. Il rencontre Eve durant son périple et ensemble, ils sauvent la Terre ainsi que l'humanité. Dans les crédits de Wall-E, on peut voir la chaussure qui contenait la dernière espèce végétale vivante et cette pousse grandit en un arbre gigantesque. L'ère des monstres. Donc, l'humanité est de retour sur Terre, mais ce ne sont pas les seuls, les animaux, les insectes sont également de la partie. Dans 1001 pattes, l'action initiale se déroule au pied d'un arbre gigantesque qui devrait vous rappeler celui que nous avons vu à la fin de Wall-E. Détail peut-être, mais nous savons que les fourmis de 1001 pattes sont capables d'être centenaires, alors que ce n'était pas le cas d'avant. Autre point important dans le film, quand Tilt essaye de partir de la colonie, une fourmi essaye de l'en dissuader en lui expliquant qu'il y a plein de dangers autour de l'île. Des serpents, des oiseaux et même des insectes encore plus gros. Il ne fait jamais référence aux humains. C'est tout simplement parce qu'ils sont en minorité et ne sont pas considérés comme une réelle menace. Plus tard, les animaux évolueront encore une fois pour devenir le type de vie dominant sur Terre. Et c'est plus d'un millénaire plus tard que l'ère des monstres commence enfin. Le Pixar qui ouvre cette époque n'est autre que Monstres et compagnie, où l'on voit que les animaux ont évolué à cause des radiations laissées par les ravages sur la planète faites par l'homme. Les animaux devenus des monstres ont monté leur propre société, avec des écoles, des centres universitaires, des emplois et surtout avec une certitude, les humains sont leur source d'énergie. Le problème, c'est qu'il n'y a plus d'humains. Ils ont été exterminés, probablement accidentellement, pendant la période de mutation des animaux. Pour faire en sorte que les monstres ne culpabilisent pas, on leur enseigne alors que les humains venaient d'une autre dimension et qu'ils seraient toxiques. Le souci, c'est que les monstres et les machines se sont rendus compte trop tard de leur erreur. À cause de l'extermination des derniers hommes, ils n'avaient plus d'énergie. Et pour remédier à ce problème, les monstres et les machines ont développé des portes capables de voyager dans le temps, à l'époque où il y avait encore des humains. Et c'est ce qui nous amène à notre chaînon manquant, ce qui fait que tout est connecté. Boo. Le chaînon manquant. Boo. Cet enfant à la bouille d'ange n'a jamais réussi à oublier Sullivan et en est devenue obsédée au point où elle a tout mis en œuvre pour le retrouver. Elle se souvient que les portes sont la clé pour retrouver le gentil géant bicolore. Plus tard, elle trouvera comment utiliser le voyage temporel grâce à ces portes. Mais le problème, c'est qu'elle n'avait pas la technologie nécessaire pour contrôler la date d'arrivée.
Au bout d'un moment, elle arrive vieille, fatiguée à l'époque de Rebelle, où elle y vivra dans une cabane en bois sculptant des objets des époques qu'elle aurait visitées et pratiquant la magie des feux follets. Elle finira ses jours, n'oubliant jamais Sullivan, le monstre qui l'a bercée quand elle était petite. Voilà, j'espère que cette théorie vous aura plu, elle est évidemment connue sur internet, mais on se devait de vous la présenter à notre tour. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et pourquoi pas débattre en commentaire de la crédibilité de cette théorie. Je vous fais de gros bisous, ciao!